Bonjour, donc moi je suis militante associative et politique et justement votre livre, je l'ai lu il y a quelques mois et c'est courageux. Moi je trouve que c'est très courageux votre livre et tout ce que vous dénoncez. Et justement je vais pour avoir eu l'expérience et après intégrer des associations dans des collectifs de lutte pour la défense de ce sujet-là. C'est ce que vous abordez vraiment. Personnellement, je l'avais au fond de moi, mais je ne savais pas comment le dire. Mais c'est des choses qu'on ressent. Et après, vous l'avez vraiment écrit sur un papier, dans un livre. C'est vraiment très important. Et nous, on fait de la publicité autour de votre livre. Et dans la ville où j'habite, même la médiathèque, là, on le fait lire, on le fait lire. Alors moi, j'ai 3 questions dans la suite de ce que le monsieur a dit et vos réponses. Donc, je vais commencer par ce qui est noir, hein, et puis après, un peu d'espoir. Donc, la critique de l'autre dans les rapports humains, systématiquement. En fait, quand on critique, on voit bien, même entre nous, simples personnes, quand on cible quelqu'un, qu'on l'enfonce, ça fait une cohésion sociale. Et de cette façon-là, on n'aborde pas tous les sujets de la politique néolibérale, de la crise, de l'austérité. Et le gouvernement, il est bien tranquille parce que tout le monde va parler des Roms, mais il ne va pas parler ou des immigrés, des sans-papiers, mais ils ne vont pas parler des problèmes qu'ils aggravent encore plus pour nos citoyens, par exemple les sans domicile fixe. Combien il y en a et quand vous dites que ce n'est pas visible, si, à Paris, dans les grandes villes, c'est visible. Tous les sans domicile fixe qui mangent à la soupe Saint-Jacques. Quand vous passez tous les boulevards, il y a des tentes partout. Et tout le monde est mélangé. Les SDF, les malades mentaux, excusez-moi, parce qu'il y a aussi une politique de non-assistance à personne. Et beaucoup d'SDF qui sont malades, qui devraient être en psychiatrie. Hein, et les Roms sont aussi, surtout à Paris, dans le métro, tout ça. Donc ça, c'est la cohésion sociale du gouvernement et qu'est-ce qu'on peut faire contre. La question numéro 2, c'est l'État, les municipalités sont cautionnées justement par cette histoire de riverains qui est en colère. Donc ça leur permet, avec le discours depuis 2005 de Sarkozy, de légitimer toutes les violences sur les gens et de ne pas réfléchir sur les solutions justement qu'on pourrait proposer. Nous, on a été confrontés à une municipalité on avait simplement 40 Roumains qui sont restés 2 mois dans notre ville. On a tout fait dans un collectif pour justement permettre l'insertion. C'était presque fait. Ils allaient à l'école dès le mois de septembre. Tout a été fait. L'État, la municipalité, pour les virer, pour surtout dès fin juillet. Donc ils ont été obligés de quitter. Et le collectif n'a jamais été reçu, ni par le préfet, ni par la députée, ni la conseillère, ni par la municipalité. C'est aux Ulysses, mais il y a d'autres endroits, hein. C'est toujours la même chose. Alors que les domiciliations pouvaient être faites, justement la différence avec les sans-papiers qui n'ont pas le droit de travailler, eux ils sont dans des hébergements par le 115. Hein. Donc l'insertion, la scolarisation, tout ça, c'est un travail qui devrait être fait sur le terrain. Et il y a plein de gens qui sont pour. Mais les politiques, eux, ne le font pas. Contre la vie, contre la démocratie dans nos villes. Et la dernière chose que je voudrais aborder, c'est vous avez parlé de l'Espagne, mais justement dans les endroits comme par exemple à l'Indre, en Loire-Atlantique, où il y a eu... comment les élus, tout ça, ont fait pour installer un village d'insertion. Comment ils ont fait pour justement lutter contre tout ce que vous dénoncez. Hein, en France, il se passe des choses, très peu, mais les politiques font vraiment la pression pour que les citoyens qui ont envie de militer ne travaillent pas avec eux. Ils font tout. Hein. On répond tour à tour. Pour les villages d'insertion, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, justement, à LM, dans le Nord aussi, c'était un village d'insertion. Ça a été un vrai combat politique, un vrai défi pour le maire de mener à bien son projet.
Et moi, je l'ai rencontré juste 2 mois avant les municipales, à peu près, 2 ou 3 mois avant les municipales. Et il me disait, je sais bien que ça peut me coûter ma réélection. Mais il dit, au moins, je peux me regarder dans la glace. J'ai bonne conscience, j'ai fait quelque chose. Au final, il a été réélu. Donc, comme quoi, c'est possible, quoi. Le village d'insertion a été créé, ça se passe très bien, et lui, il a été réélu. À Indre, par contre, le maire a perdu de quelques voix face à son concurrent. Non, pas concurrent. Ouais. Mais ouais, effectivement, mais là encore, tout est question de volonté politique, quoi. Quand voilà, ils doivent combattre évidemment l'opposition et puis les groupes du Front National local et puis tout ça. Mais au final, quand ils arrivent à mener leur projet, ça se passe très bien, comme à Gardanne. À Gardanne, c'est encore plus énorme. C'est pas un village d'insertion, c'est carrément un immense campement qui est là-bas depuis combien de temps? Ça fait plusieurs années, au moins 3-4 ans. Et là, il y a au moins 150 à 200 Roms. Mais le maire, qui est parti communiste, a fait amener l'eau, il y a des toilettes, il y a le ramassage des ordures, enfin voilà. Il y a la police municipale qui va régulièrement, mais qui entretient des bons rapports avec les Roms. Enfin, il y a un vrai dialogue, un vrai échange, et voilà, et ça se passe bien. Enfin, quand ça vient des politiques, en fait, ça se passe bien. Quand les politiques se réfugient derrière les riverains en colère, c'est là que ça a qu'il y a des soucis. Tout à l'heure, je parlais des élus locaux dans le Nord, il y a eu pas mal de manifestations anti-Roms qui étaient organisées avant la venue des Roms, pour manifester contre la venue des Roms. Et ben, dans les 3/4 des villages, les manifestations étaient présentées comme des manifestations spontanées de riverains en colère, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était les mairies qui organisaient ces manifestations. Et après, ils se réfugient derrière vous. Vous voyez, je peux rien faire, mais mes administrés veulent pas. Sauf que non, en fait, voilà, c'est la poule et l'œuf, quoi. Donc voilà pour les villages d'insertion. Et c'était quoi l'autre question? Parce qu'en fait, il y avait 3 questions. Ouais. Il y en avait une sur... Ah oui, non, juste sur les sans domicile fixe. Ce qui est intéressant, dont je parle aussi dans le livre, c'est la dernière fois qu'on a beaucoup parlé des riverains en colère dans les médias, c'était au moment où les enfants de Don Quichotte avaient organisé, au canal Saint-Martin, avaient mis des tentes, installé des tentes et tout ça. Et donc on commençait, enfin au début, voilà, ça a frappé les gens, il se passait pas grand-chose. Et ensuite, commençait à parler des riverains en colère, ça dure trop longtemps, voilà. Et maintenant, dans plusieurs villes et plusieurs personnes que j'ai rencontrées comparent nos SDF avec les Roms. Nos SDF et les Roms, alors qu'ils sont tous SDF, ils sont sans domicile fixe, qu'ils soient blancs, noirs ou Roms, quoi. Et donc maintenant, avant, ils étaient en colère contre les sans domicile fixe qui foutaient le bordel au canal Saint-Martin. Mais maintenant, non, on préfère nos sans domicile fixe à nous aux Roms. Donc voilà, tout est une histoire de gradation. Et pour rajouter juste 2 mots là-dessus, premièrement, on a vu ça aussi dans un bidonville, enfin un squat qu'on avait visité dans l'Essonne, où les gens se plaignaient en disant, enfin où certains se plaignaient en disant c'est terrible, et on leur disait mais est-ce que c'était mieux avant? Parce que ce qu'on nous a dit, c'est que en fait c'était un endroit qui était abandonné et qui donc était occupé par des gens qui venaient se droguer. Ce qui fait que les conditions n'étaient pas forcément beaucoup plus agréables. Et en fait, on s'aperçoit que cette partie-là est toujours effacée. C'est-à-dire le fait que c'est un problème qui vient à la place d'un autre problème. C'est-à-dire des gens dont la vie est difficile à la place de gens dont la vie est difficile. Mais ce qui ressort, je trouve, de ce que vous racontez, et qui, je crois, va dans le sens de ce que nous essayons de comprendre, c'est le fait que ce que vous dites, c'est en gros, on avait à peu près réglé le problème. Donc, du coup, on comprend le sens de la politique qui est menée. Elle n'est pas du tout là pour résoudre un problème. Elle est là pour créer un problème. Je crois qu'il est vraiment important de ne pas se tromper sur ce qui se passe en ce moment. On a toujours l'impression que c'est difficile parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Tous ces raisonnements-là. Mais ce que vous venez de nous raconter, c'est bien le contraire. C'est que quand tout est presque réglé, eh bien à ce moment-là, on casse tout. On en a
pour comprendre justement que c'est une volonté politique, il faut voir par exemple ce que raconte Serge Guichard, donc un des 4 co-auteurs. Serge Guichard, qui est un militant de longue date au Parti communiste et qui a, depuis les années 2000, rompu avec la municipalité à laquelle il appartenait, qui a donc été chassé par quelqu'un qui est devenu ministre depuis et qui était le maire, sur la question Rome. Mais un des éléments qu'il raconte, c'est comment au début des années 2010, il a organisé avec son association dans l'Essonne une sorte de démonstration de ce qui se passe autour des poubelles. Donc en mettant toutes les ordures dans des sacs du Conseil général, en les alignant sur le trottoir, sur 100 mètres, 2 mètres de haut. Ça rend très visible la politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'État l'a poursuivi au pénal. Alors même que la police qui était présente n'avait constaté aucune difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État ne supportait pas qu'on montre que c'était l'effet d'une politique. Donc je crois qu'il est vraiment important de comprendre que sur la question Rome aujourd'hui, l'État ne cherche pas à résoudre un problème, mais à créer une question. Bonjour, je voudrais revenir un peu sur les procédures d'expulsion. Enfin, ça n'a pas été beaucoup évoqué, parce que vous avez bien décrit la manière dont les populations sont stigmatisées dans le cadre d'une politique qui vise à créer une question, mais j'aimerais bien savoir sur quelle base légale, comment on fonde des expulsions ou des rapatriements dans un pays d'origine hypothétique parfois. Voilà. Un des éléments, c'est qu'il y a une circulaire du 26 août 2012 qui n'est pas respectée, qui a été prise en concertation avec plusieurs ministères, dont celui du logement, mais aussi bien sûr celui de l'intérieur, d'autres ministères, et elle n'est pas appliquée. En particulier sur un point qui a été souligné par le défenseur des droits, dans un rapport qu'il a fait sur cette question, et à nouveau parce qu'il n'avait pas été entendu devant l'Assemblée nationale, qui est le fait que, contrairement aux engagements pris, entre autres, par la circulaire, mais déjà auparavant par le candidat François Hollande, donc contrairement à ces engagements, et à ces engagements de l'État par la circulaire, on n'attend pas les décisions de justice pour, dans beaucoup de cas, expulser, pour... on dit démanteler des camps comme si c'était juste un objet. Donc on n'attend pas les décisions de justice dans beaucoup de cas. Alors on pourrait se dire c'est surprenant, parce qu'on imaginerait que le droit va s'appliquer, mais à ce moment-là, ça va être parce qu'il y a une urgence d'ordre public, c'est-à-dire d'un côté, de temps en temps, vous entendez les pouvoirs publics qui disent on est bien obligé d'appliquer la loi, on est bien obligé de faire ce que nous demandent les tribunaux, mais parfois ils n'attendent pas ce que disent les tribunaux, et même il peut y avoir, c'est ce qu'on raconte dans le livre, des expulsions qui ont lieu à la veille des décisions de justice. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas besoin de tenir compte de la décision de justice. Donc quand ça arrange, on tient compte de la décision, quand ça n'arrange pas, on n'en tient pas compte. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de le dire à Christiane Taubira, en tant que garde des Sceaux, en lui disant ce serait bien que la garde des Sceaux fasse un rappel du fait qu'il faut attendre les décisions de justice, comme le dit la circulaire du 26 août 2012. Elle m'a dit vous me l'apprenez, je ne savais pas. Donc je le lui ai appris, elle ne le savait pas. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de la revoir et elle m'en a reparlé en me disant non, j'ai vérifié auprès de mon cabinet, ils n'ont trouvé aucun exemple confirmant ce que vous dites. Bon, c'est dans le rapport du défenseur des droits et il suffit d'aller sur Google, donc c'est un conseil que j'ai donné pour être productif. Donc je crois qu'il est important de voir là-dessus qu'il y a une volonté qui ne tient pas compte de la réalité. Alors dans certains cas, on va dire c'est pour leur bien. C'est quelque chose qui avait été inauguré précisément déjà dans la politique du riverain, je rappelais tout à l'heure, au début des années 2000, lorsque Nicolas Sarkozy disait pour les prostituées que c'était pour protéger les riverains, mais en même temps, il disait, et on a commencé à dire, que c'était pour leur bien. Donc, lorsqu'aujourd'hui vous entendez que c'est pour le bien des Roms, parce qu'en fait, ils vivent dans des conditions insalubres. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre, par exemple, avec un maire qui avait demandé l'expulsion et qui disait « Non, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est des conditions insalubres ». Et l'expulsion venait d'avoir lieu et je lui ai demandé où ils étaient. Et il ne savait pas.
C'est-à-dire, on les chasse, après c'est plus son problème. Donc c'est pour leur bien qu'il les a chassés, mais qu'il ne sait plus où ils sont. Et je crois que aujourd'hui, si vous entendez ce que dit par exemple Didier Lesky, préfet à l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis, à propos du camp des Coquetiers, on a le même sentiment, que en fait, l'État est de bonne volonté, qu'il se tord les mains en se disant ah là là, on fait vraiment tout ce qu'on peut, mais en tout cas c'est pour leur bien. Je n'ai pas l'impression qu'on se soucie beaucoup de ce qu'il advient d'eux. Donc quelles sont les raisons? Très souvent, c'est des raisons d'ordre public, de sécurité, etc., en disant qu'il risque d'y avoir des incendies. Mais ce qui est très frappant, c'est que si par exemple l'État avait un souci si grand des dangers qui menacent les populations roms, comme l'avait dit par exemple Manuel Valls à un moment, eh bien, on imaginerait que quand par exemple il y a des incendies, il y aurait des enquêtes. Je n'ai jamais entendu une enquête a été ouverte. J'ai toujours entendu, au bout de 5 minutes, c'est parce qu'il y avait une bougie. Ou bien c'est parce qu'il y avait un branchement électrique défectueux, puisqu'ils ont piraté, etc. Or, il y a quand même quelques raisons de penser. On rappelait tout à l'heure à Marseille le fait que dans certains cas, on mette le feu. Il y a de bonnes raisons de penser que ça n'est pas exceptionnel. Donc comment se fait-il? Imaginez s'il y a un incendie ici. Vous entendrez ce soir à la radio qu'une enquête a été ouverte. Vérifiez la prochaine fois que vous entendez parler de ce qui se passe dans un bidonville rome, vous n'entendrez pas une enquête a été ouverte. L'exemple tout à l'heure de Pierre Fitt le confirme, on met 3 semaines pour une information judiciaire alors que le crime est avéré d'emblée. Parce que si on retrouve le type dans un caddie à peu près massacré, là ça ne peut pas être une bougie qui traînait. Bonsoir. Alors, pour situer mon propos, je vous expliquais. Donc moi, j'ai fait un stage en mairie à Toulouse dans une mission Rome Gens du Voyage, qui s'appelait comme ça. Du coup, j'ai quelques exemples sur les politiques municipales en étant de l'intérieur. Et du coup, je me demandais, en rebondissant un peu sur les politiques positives, village d'insertion. Je me demande, moi, en voyant comment ça a été mis en place, est-ce que ça ne participe pas aussi de la politique de la race, dans la mesure où on réifie totalement aussi ce côté culturel, avec des habitats spécifiques, plein de choses qui, j'ai l'impression, alimentent pour le bien aussi, en fait, ou en partant de bonnes intentions, tout ce qu'on peut penser sur les Roms. Et là-dessus, j'avais un exemple assez parlant sur un habitat insalubre dans un quartier populaire de Toulouse, où les personnes de la mission avaient pour objectif de prendre en charge. Donc c'était un habitat où il y avait plein de populations différentes, avec, on appelle ça des squats. Et du coup, la mission Rome avait pour objet de s'occuper seulement de ces populations-là. Et volonté politique, la solution qu'on a trouvée, c'était les mettre sur un terrain. Alors que donc dans des mobil-homes, des caravanes qui ne roulent pas, avec aussi, du coup, on mettait de l'argent là-dedans, beaucoup d'argent même. Et donc toutes les personnes qui n'étaient pas dans la catégorie nationalité bulgare, roumaine, la plupart étaient délaissés complètement par rapport à ces gens-là à qui on a réservé ce sort-là spécifique aussi. Et oui, ressortissants européens, ce qui est large normalement. Et donc voilà, et je pense que ça crée aussi cette chose, le ressentiment dont on parlait parmi les personnes en situation de précarité. Et voilà. Oui, sur les villages d'insertion, c'est peut-être pas forcément la solution idéale, mais c'est pas destiné à être un habitat durable en fait. C'est un tremplin. Ça leur permet déjà d'avoir une adresse fixe pour chercher du travail, pour s'inscrire à Pôle emploi, pour inscrire leurs enfants à l'école. Et ils sont tellement expulsés tout le temps, ils bougent tellement tout le temps, que le fait de savoir qu'ils ont au moins un an devant eux, c'est énorme, c'est considérable en fait. Donc, et en plus, celui dans lequel je suis allée à LM,
fait, enfin, c'est pas des caravanes, c'est des mobilement en bois. Enfin, c'est voilà. Donc c'est clair qu'on les laisse encore entre eux. Ça fait mini ghetto. Mais en fait, le but, c'est qu'ils intègrent le logement diffus le plus vite possible, une fois qu'ils auront du travail. Mais s'ils n'ont pas de logement, ils ne peuvent pas trouver de travail. S'ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas trouver de logement. Donc à un moment, il faut qu'ils puissent se poser quelque part, quoi. Et donc c'est une des solutions. C'est peut-être pas une solution miracle, mais aussi tous les enfants qui habitaient dans ce village d'insertion étaient à l'école et avaient pu, pour la première fois de leur vie, suivre 2 années de suite dans la même école. Et donc ils s'étaient fait des copains et donc ils parlaient tous super bien français. Enfin, voilà, donc il y a des inconvénients effectivement dans le fait de les laisser ensemble, aussi dans le fait de faire une sélection à la base, choisir qui va habiter ces 5. Donc en général, c'est des familles qui sont déjà suivies depuis un moment par des associations et tout, mais c'est clair qu'à un moment, il faut faire un choix, quoi. Donc ça pose plein de questions. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que ce qui se passe dans toutes les autres communes. Cela dit, j'ajouterais un élément. C'est que, en fait, le terme village d'insertion recouvre des réalités assez différentes. Je crois que l'exemple qui était pris là, il y avait une volonté d'insertion, c'est-à-dire de leur donner une sorte de situation de transition. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des villages d'insertion qui sont très contrôlés. Ça a été analysé par certains. Je crois qu'il y avait un article d'Olivier Legros, je crois, qui avait écrit là-dessus. C'est quand même une manière de faire que, par exemple, ils ne peuvent pas avoir des gens qui leur rendent visite normalement, que les associations ne peuvent pas entrer, etc. Donc, je crois que le terme recouvre à la fois ce que vient de décrire Aurélie, c'est-à-dire dans certains cas une bonne volonté politique, de temps en temps, mais aussi parfois le même mot sert simplement à masquer des espèces de centres de rétention. Alors, je voudrais comprendre à quoi rime cette politique aberrante. Qu'est-ce que ça rapporte? D'abord, on peut penser que ça rapporte rien aux Roms, premièrement. Deuxièmement, je pense que ça ne nous rapporte rien non plus. Donc il faut se demander à qui ça rapporte. Et en fait, ce qu'on suggère, c'est que malgré tout, ça participe d'une politique néolibérale qui vise pas simplement à distraire, c'était, je crois, un élément qui était soulevé tout à l'heure dans le livre. On dit d'un côté, ça sert à distraire, entre guillemets. Évidemment, c'est sinistre comme distraction. Mais lorsque, par exemple, pendant l'été 2010, on parle, mais enfin, bien entendu, hein, vous l'aurez compris, je ne reprends pas ça à mon compte. Mais regardez ce qui s'est passé pendant l'été 2010. On a beaucoup parlé des Roms, on n'a pas du tout parlé du traité de stabilité. C'est au début du mois d'août qu'a été annoncé le fait qu'il n'y aurait pas besoin de recourir, c'était le Conseil constitutionnel, disant qu'il n'y aurait pas besoin, je crois que c'est le Conseil constitutionnel, si je dis une bêtise, je vais vérifier, qui a décidé qu'il n'y avait pas besoin de recourir à un vote, à un référendum, pour faire adopter le traité de stabilité. Donc c'est passé comme une lettre à la poste, alors qu'on était en train de parler des Roms. Donc premièrement, ça distrait, entre guillemets, ça distrait l'attention, ça fait penser à autre chose, premièrement. Mais deuxièmement, encore une fois, ce qu'on a suggéré, enfin je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pour y insister, ça sert de repoussoir. Donc pas simplement pour distraire, mais pour nous dire on ne veut surtout pas être comme eux. On ne veut surtout pas devenir des gens qui n'auraient aucune valeur. On ne veut pas devenir des vauriens. Et donc je crois qu'ils servent à ça. Et donc ça sert de rappel à l'ordre pour tout le monde. Encore une fois, à juste titre, il a été dit par plusieurs d'entre vous qu'il y a aussi tous les SDF, il y a aussi tous les pauvres, il y a, etc. Donc parfois, ce qu'on nous a dit, c'est « mais pourquoi vous parlez de politique de la race, puisque en fait c'est une politique à l'égard des pauvres ». C'est vrai, mais une politique à l'égard des pauvres qui est centrée sur une population pour leur servir en quelque sorte de repoussoir, pour pouvoir racialiser la pauvreté et donc en faire une sorte d'emblème contre lequel il va falloir ensuite se démarquer, se définir.
Je voulais revenir sur la question de l'État. Alors, je voulais m'appuyer d'abord sur l'approche en fait des indigènes de la République par rapport à l'État, qui estiment que le racisme, qui aussi pense la question de la race et qu'il y a une fracture raciale entre blancs et non blancs. Vous connaissez le discours, je ne vais pas vous le refaire, mais que non, mais vous le connaissez, je pense. Enfin, Sûr, oui, oui, non, voilà. je précise juste, je parle aussi de race, mais pas exactement dans les mêmes termes. Alors, en tout cas, que le racisme a pour substrat l'État. L'État, d'une part, dans sa portée universaliste, et donc dans les politiques qui étaient mises en œuvre. Donc sensiblement, par rapport à la question de l'État, vos positions, elles se rapprochent en fait. Et donc l'aboutissement de l'État-nation, donc c'est ce qui est théorisé chez eux. Hein. La logique veut que le Front National est l'aboutissement même finalement de la logique de l'État-nation poussée à son paroxysme. Et donc des politiques de la race et des politiques... voilà. Donc je voulais savoir en fait si vous étiez d'accord avec ça, avec cette perception de l'État qui nous laisse en tout cas penser que finalement la nature même finalement des politiques discriminatoires et racistes qui existent en France ont pour nature finalement la République et l'État en fait. Enfin voilà, je sais pas si je suis clair dans ma question, mais enfin. En tout cas, mais pour faire simple, simplement parce que les gens n'ont pas forcément compris, mais simplement pour faire simple, ce qui est théorisé en fait chez eux, c'est de dire que le racisme, la nature, le racisme est le fait de l'État en fait. Voilà, c'est tout. En tout cas, ça fait partie de ce qu'on raconte. Avec peut-être, ça n'est pas incompatible, hein, mais dans le livre, on ne parle pas tellement du racisme. On parle de la race, c'est-à-dire d'une politique de la race. C'est-à-dire qu'on ne part pas de l'idée qu'il y a des gens racistes. On ne part pas du fait qu'il y a des idéologies racistes, etc. On part de pratiques politiques qui finissent par créer une situation d'altérité radicale qui fait que les gens se disent « Oh, quand même, j'ai rien à voir avec ces gens-là ». Donc on décrit une mécanique du pouvoir et non pas une idéologie ou non pas des préjugés, ou etc. Les préjugés et les idéologies, pour nous, sont, en tout cas ici, plutôt la conséquence que la cause. Bon. Effectivement, donc ça c'est un rapport, je pense qu'il n'y aurait pas un désaccord, je crois, là-dessus. Peut-être que ce qu'on fait, c'est qu'on insiste aussi sur la spécificité. C'est-à-dire que, par exemple, en liant à la question du néolibéralisme aujourd'hui, premièrement, on dit que ce n'est pas la même chose que depuis toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de politique de la race avant, hein, mais ça veut dire que là, il y a une politique qui se comprend dans un contexte particulier qui est celui des politiques néolibérales en Europe. Pas simplement en France, en Europe. Ce n'est pas la République, c'est l'Europe qui est en cause dans ce que nous racontons. Et dernier élément de différenciation, tout en disant que bien sûr, c'était la question que vous posiez tout à l'heure, bien sûr il y a des rapports avec la manière dont on traite les immigrés, en particulier africains. Il y a des rapports, mais il y a aussi une spécificité. Donc on essaye à la fois de tenir un certain niveau de généralité, mais en même temps de préciser comment c'est pas la même chose dans l'Europe néolibérale que sous la République coloniale, même si il y a des rapports. Donc on est peut-être davantage intéressé à souligner des caractéristiques propres à ce qui se passe en ce moment. Juste pour rebondir sur les effets on parlait tout à l'heure de village d'insertion, le fait d'avoir une adresse, un domicile fixe, une adresse permet d'inscrire ses enfants à l'école et faire tout un tas d'autres choses qui nous paraissent tout à fait normales, permet aussi pour les citoyens européens, les ressortissants européens,
il leur permet de s'inscrire aux listes électorales municipales. Donc, puisque tout est politique dans ceci, je voulais juste voilà, rebondir là-dessus et évoquer ce point qui me paraît assez important quand même. Plus important qu'il s'agissait des élections municipales. Nous avons souhaité publier ce livre avant les municipales et nous avons eu la chance de voir que, par exemple, il y avait un candidat socialiste, Mathieu Hanotin, qui a essayé de recourir à la justice parce qu'il se plaignait que son concurrent communiste avait inscrit une cinquantaine de Roms sur les listes électorales à Saint-Denis. Donc, effectivement, il y a quelque chose là d'intéressant. Moi, j'avais été très frappé par la déclaration de Mathieu Hanotin, de l'aile gauche du Parti socialiste, qui avait dit quand même inscrire comme ça les Roms, c'est vraiment dégueulasse d'instrumentaliser la misère humaine. J'étais touché. Au sujet de l'agression contre le jeune garçon à Pierrefitte ou Perfit, je ne sais pas, et l'article que vous aviez écrit dans Libération qualifiant ce crime de crime raciste, et de la polémique s'en est suivie avec un rédacteur en chef, je crois, c'était François Sergent. Directeur adjoint. Directeur adjoint, je ne sais pas trop. Et est-ce que c'est pour cette raison que vous n'écrivez plus dans Libération? Non, c'est pour ça? Je voulais savoir si c'était pour cette raison. Je n'ai pas été chassé. Non. Mais disons que j'ai choisi de ne pas reconduire. D'accord. Parce que ça s'était produit une deuxième fois, puisque j'ai publié une autre chronique fin août. Et j'avais critiqué à nouveau le journal Libération, en faisant remarquer que sa description de ce qui se passait à Pierrefitte reprenait très exactement le point de vue de la police et de la justice. Et on m'a dit que cette phrase posait problème, que c'était insultant pour le journaliste. Donc c'est de nouveau le directeur adjoint de la rédaction qui m'a téléphoné pour me demander de changer mon texte, alors qu'en tant que chroniqueur, normalement, on n'a pas à changer son texte. Il m'a dit mais vous ne pouvez pas dire ça, c'est insultant pour le journaliste. J'ai dit, en quoi y a-t-il une différence entre le point de vue de la police et de la justice et le point de vue du journaliste? Il m'a dit, c'est pas ça la question. Comme il m'a dit, mais quand même, vous travaillez pour le journal Libération. Et je lui ai dit que j'avais accepté d'écrire une chronique à condition de pouvoir critiquer Libération. Je l'avais dit dès le début, et que la preuve, c'est que j'avais refusé d'être payé pour mes chroniques et que j'achetais ainsi ma liberté. Comme tout cela ne le convainquait pas trop, donc je me suis dit que ce n'était pas une situation très confortable d'avoir à se justifier de ce qu'on écrit, même si je n'ai pas été censuré, je n'ai pas été chassé, mais quand même, les pressions ont été assez fortes. Il est relativement inhabituel, je crois, d'avoir le directeur adjoint d'un journal qui conteste sur la même page ce qu'on écrit dans une tribune sur des pages d'opinion. Mais en particulier, j'évoquais tout à l'heure le fait que les médias ont systématiquement évité de mentionner la plainte contre Manuel Valls, la deuxième par la voix des Roms. Ça s'est confirmé à cette occasion. Libération a bien repris la récente dépêche AFP qui donne l'impression que l'affaire est finie par son titre, mais sinon n'a jamais mentionné que voilà, c'est refusé complètement. D'accord. Quel rôle pour l'indépendance du pouvoir judiciaire? Parce qu'on a évoqué des faits qui étaient, enfin des crimes qui ont été commis à l'égard de ces populations et qui n'ont pas été, où il n'y a pas d'enquête qui a été ouverte. Et donc, c'est une question qui m'est venue comme ça à l'esprit. Est-ce que, enfin, voilà, quel rôle pour l'indépendance du pouvoir judiciaire? Écoutez, enfin, deux choses. D'abord, pour l'instant, je n'ai pas été poursuivi en diffamation par l'État. Alors qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites, y compris ce soir, et qui ne sont pas cachées, et que voilà, il y a peut-être des gens des renseignements généraux, etc. Donc c'est pas, non mais je veux dire, c'est pas aberrant de le penser. Donc rien de ce que je dis là n'est caché. Or, il n'y a jamais eu, pour l'instant, de plainte ou etc.
peut-être qu'il serait difficile de prouver la diffamation dans quoi que ce soit que nous racontions. Donc, non, mais Si, vous avez été clair. J'étais en train de réfléchir en même temps que je posais ma question, du coup, tout n'est pas sorti. Aussi, le fait que, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'obligation de poursuite. Enfin, on a les magistrats en France ont la possibilité de classer sans suite, même s'il y a des faits qui relèvent du droit pénal, quoi. Oui, disons, en tout cas. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et des échanges que nous avons eus. Ça me paraît relativement significatif. J'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont elle a défendu la loi sur le mariage pour tous. Je suis frappé que dans le même temps, elle ait pu, par exemple, lorsqu'il y a eu les déclarations de Manuel Valls concernant les Roms, lorsque les médias ont essayé de savoir ce qu'elle en pensait, eh bien son entourage, vous pouvez le voir dans un article du Monde, répondait « Vous savez bien ce qu'elle en pense ». Voilà ce que la ministre de la Justice pense. Donc ça dit quelque chose sur la justice aussi. Encore une fois, je crois que je n'entends pas la justice. Vous vous rappelez, il fut un temps où il y avait une tension entre la logique de l'intérieur et la logique de la justice. C'est un classique de la Ve République. Je n'entends plus de difficultés de ce genre, c'est très apaisé. Puisqu'on parle de droit, je voulais poser une question concernant le droit international. Amnesty International dénonce régulièrement les expulsions, pas seulement en France, mais aussi en Italie, aussi en Grèce, aussi en Slovaquie, en employant à juste titre le terme d'expulsion, comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas des démantèlements, mais bel et bien des expulsions, et en rappelant le droit international selon lequel on ne devrait pas expulser des gens de leur logement, quel que soit le caractère de ce logement, c'est un logement, d'abord sans les prévenir, et en leur laissant un délai raisonnable, et ensuite sans leur proposer de solution de remplacement. C'est deux points extrêmement simples. Et il me semble que ce n'est pas tellement souvent rappelé. Je voudrais savoir si vous pensez que ça peut être un angle efficace ou si c'est totalement nul parce que le droit international n'a pas de force et n'est pas contraignant, même si des conventions ont été signées. Je ne pense pas que ce soit nul, je pense qu'il faut le faire, mais manifestement, il ne suffit pas de rappeler le droit pour qu'il soit appliqué. Depuis le début, ce que nous disons, c'est qu'on a beau dénoncer l'absurdité, on a beau dénoncer les manquements au droit les plus élémentaires, pour l'instant, ça ne change rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Je ne voudrais surtout pas que la conséquence de tout ce qu'on vient de dire soit que vous vous disiez de toute façon rien ne sert à rien. Je crois que ça veut dire, la question a été posée tout à l'heure en fait politiquement c'est quoi, enfin on propose quoi, en tout cas nous ce que nous essayons de faire dans le livre c'est premièrement de montrer qu'il y a une action politique de dépolitisation. C'est-à-dire, on nous dit, c'est pas de la politique, c'est juste de la gestion, c'est juste local, c'est juste les riverains, etc., etc. Donc notre travail, c'est de montrer ça, mais du coup de suggérer qu'on peut penser ça comme une question politique, et c'est ce qu'on essaie de faire en appelant ça une politique municipale de la race. Donc la réponse, elle est politique, c'est-à-dire, il faut essayer de faire entendre que c'est une question politique. C'est pas simple, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Toutes les armes sont les bienvenues, et en particulier celle de l'invocation du droit international, mais le problème, c'est d'arriver à le faire entendre. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes raisons, il ne suffit pas d'avoir de bons arguments, encore faut-il arriver à les faire entendre et écouter. Pas seulement entendre, mais aussi écouter. Moi, je suis très frappé je pense que, y compris, alors pour le coup, pour revenir sur la question des médias, j'ai le sentiment que les médias sont en train vraiment d'essayer d'effacer cette question. Et on peut s'interroger pourquoi. Alors dans certains cas, il peut y avoir peut-être des pressions. Ça n'est pas impossible, en particulier quand ce sont des médias qui dépendent de l'État.
des pressions même indirectes, mais simplement un sentiment que c'est peut-être pas la peine de toujours faire des histoires, de toujours protester, etc. Il y a peut-être ça. Et puis il y a peut-être aussi qu'un certain nombre, par exemple le directeur adjoint de Libération qui intervenait comme il l'a fait, je ne pense pas que l'État soit intervenu auprès de lui. Je pense que simplement, ce qu'il avait dit à l'époque, j'avais été très frappé par son argument pour dire qu'il était scandalisé par mon argumentation, c'est qu'il avait dit, mais si c'était vrai, on l'aurait dit. Et donc, on voit bien la logique. C'est-à-dire, puisque nous ne l'avons pas dit, il ne faut pas le dire. C'est ça, je crois, qui se passe actuellement. C'est qu'il y a des tas de gens qui disent « je ne veux pas entendre ça parce que si je l'entendais, je serais censé en tirer des conséquences ». Normalement, on devrait ne pas s'accommoder de vivre dans un État qui mène une politique de la race. Normalement.